Alors, on a le plaisir maintenant de passer, j'allais dire, aux travaux pratiques de notre séquence, puisque on accueille maintenant en keynote Rémi Constantino. Alors que Rémi, on le connaît depuis longtemps, Rémi. On le connaît depuis 2016, où il était patron de l'innovation et de la stratégie d'Euroméditerranée, puis secrétaire général. Et il est maintenant directeur général adjoint du Grand Port de Marseille et en charge d'un certain nombre de sujets dont il va nous parler. Et nous avons avec Rémi participé à son instigation à plusieurs défis, donc les Smart Port Challenge. Et donc on a eu ces dernières années 3 défis, dont deux des 3 seront évoqués aujourd'hui. Et donc on a le grand plaisir de t'accueillir, Rémi, avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe et merci au groupe Bouygues pour l'invitation à prendre la parole aujourd'hui. En effet, je vais essayer de balayer pas mal de sujets qui concernent le Grand Port Maritime de Marseille, tout en tenant le timing, ce qui n'est pas une mince affaire, notamment pour mettre en connexion des choses qu'on vient d'entendre et qui vont trouver une incarnation très concrète à Marseille et à Fos-sur-Mer, et pour connecter ça à la logique de Smart Port et à la logique d'écosystème à laquelle je tiens beaucoup. Donc le premier constat, c'est d'abord rappeler que, j'appuie sur le bouton mais ça va démarrer, voilà, que le port de Marseille-Fos est un petit peu loin de Paris, mais malgré tout, beaucoup de choses qui se passent à Paris ont un impact et inversement sur ce qui se passe à Marseille-Fos. C'est un port mondial, c'est un port qui est connecté à 160 pays, à 500 ports dans le monde. C'est pas un grand port, on va voir après sur les métriques habituelles de quantité, de masse transportée, à l'échelle mondiale en tout cas. Malgré tout, il a un rôle stratégique essentiel par son ouverture vers la Méditerranée et via la Méditerranée, les Amériques, l'Afrique et l'Asie surtout. Et puis, la deuxième carte montre que les flux Nord-Sud lui donnent un rôle particulier à l'échelle européenne, puisque c'est une des manières d'atteindre le cœur économique européen. Je ne sais pas où on le fait commencer, mais enfin, entre Lyon, le sud-ouest de l'Allemagne et le Benelux. C'est ce qu'on appelle notre hinterland, et c'est un autre enjeu stratégique très fort. Mais j'ai volontairement commencé sur ces questions logistiques parce que on voit ces flèches et on se dit finalement c'est un tuyau. Or, comme notre objectif c'est de parler de résilience, et je pense qu'un des enjeux de résilience pour nous c'est la souveraineté, on se dit finalement les tuyaux, est-ce qu'ils ont un avenir florissant alors qu'on se pose la question de d'où viennent nos matériaux, d'où viennent nos matières et d'où vient notre énergie. Les grandes portes intercontinentales ont-elles encore un rôle essentiel? Et ce que je voudrais développer dans ma présentation, c'est que, en fait, un port, ça n'est pas une autoroute sans échangeur. Au contraire, c'est l'image que je préfère, c'est celle d'une carte mère sur un ordinateur, c'est-à-dire un espace qui a des fonctions exécutives au sens cognitif du terme, et qui donc, on utilise le terme de hub, c'est celui qu'on a choisi pour notre projet stratégique, et qui donne, grâce aux caractéristiques en particulier du port de Marseille-Fos, mais considérez ma présentation comme aussi prise de parole au nom des 3 principaux grands ports français, le port du Havre et le port de Dunkerque. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de parler en leur nom. On a un peu les mêmes caractéristiques qui nous permettent de développer cette logique de hub. Donc, première chose à retenir, les ports ne sont pas des tuyaux, ce sont des cartes mères. Bon, je vous redis un mot sur le Grand Port Maritime de Marseille, vraiment là pour le coup en 2 chiffres avec des métriques très simples, 75 millions de tonnes de matières transportées. Alors, ça fait assez 20e siècle de parler de tonnage, mais enfin, on va le faire quand même. Ça nous fait de nous le premier port français en tonnage. On n'est pas très bon en conteneurs, en revanche, qui est là, le grand baromètre international, puisque tout le monde compte en conteneurs, en équivalent 20 pieds. On fait 1,5 million, pas moins d'1,5 million de conteneurs, ce qui fait de nous le 2e port français après celui du Havre. Ce qui est important de retenir, c'est que on est aussi un grand port à passagers, avec 4 millions de voyageurs l'année dernière. Et on est un port qui est fortement
un port de vrac, et en particulier un port de vrac liquide. 60% de notre tonnage et de notre chiffre d'affaires, un peu moins en termes de chiffre d'affaires, ça reste des hydrocarbures. Grande question quand on parle de résilience. Et puis, on est un grand port de vrac solide, et c'était historiquement des vracs énergétiques, liés notamment aux installations de Gardanne et à la centrale thermique. Aujourd'hui, on va voir que cet actif des vracs solides est essentiel dans la résilience et la conversion de notre industrie. Et puis le dernier point, c'est qu'on est un port dans lequel il reste de la place. Et ça, on va voir que dans le triptyque énergie, il y a 4 pieds dans mon triptyque, énergie, industrie, énergie, logistique et espace foncier, c'est vraiment un atout majeur pour notre développement. Alors, il y a une petite vidéo, je pense qu'il faut la lancer depuis la régie si elle fonctionne. Elle doit juste nous permettre elle doit juste nous permettre, pendant que je parle, de donner une idée des échelles dont il est question. Notre foncier à Fos-sur-Mer, la zone industrielle portuaire, c'est la commune de Paris, la ville de Paris, en surface, dont nous sommes propriétaires majoritaires. Et c'est une belle idée que nos anciens nous ont mise en œuvre et nous ont léguée. Il y a des infrastructures qui sont bien dimensionnées pour toutes sortes de choses. Là, on voit le trafic de conteneurs, j'ai parlé du vrac solide, des infrastructures pour transporter les vracs liquides et puis de la place pour mettre de nouvelles choses. L'industrie s'est développée dans les 20 premières années à toute vitesse, autour d'abord du raffinage de pétrole, ensuite la pétrochimie, puis de la chimie lourde, notamment du chlore avec Chem1. Et puis la sidérurgie, bien sûr le site ArcelorMittal Fos, qui est le deuxième site français, et également un site plus petit, Ascométal. Et puis ensuite, ça a été une grande pause. Et en fait, nous sommes en train de redémarrer après cette grande pause qui a duré presque 40 ans, et redécouvrir les atouts stratégiques. Et finalement, quel est le ferment de ce redémarrage, de cette nouvelle croissance de la zone industrielle portuaire de Fos? C'est vraiment la transition énergétique. Et le fait qu'on a une nouvelle feuille de route qui est celle de l'État, qui donne tout son sens au port opérateur de l'État, pour réutiliser les infrastructures existantes, je l'ai dit, pour consommer les nouvelles énergies qu'on va être capable soit de produire, soit d'importer sur place, transformer de la matière et peut-être créer des écosystèmes locaux. Et donc c'est sur ces aspects-là que je voudrais insister. Dans tous ces aspects, la transition énergétique et écologique est devenue notre premier relais de croissance aujourd'hui au Grand Port Maritime de Marseille. Et on peut s'appuyer pour cela sur des actifs solides. J'ai cité le foncier. Ça donne la possibilité d'implanter des nouveaux transformateurs sur des leaders économiques, parce qu'on sait rarement à Paris, mais rassurez-vous à Marseille, c'est la même chose qu'à Fos-sur-Mer. On a un leader européen des aciers de spécialité, qui est l'ancienne usine Ascométal, repris par Marcegaglia, qui fait du chemisage d'obus, qui fait une grande partie des roulements à billes qui sont utilisés dans l'automobile européenne, par exemple. On a évidemment ArcelorMittal, qui fait des aciers plats, par les métriques de l'ordre de 4 à 6 millions de tonnes par an. C'est un acteur majeur également. On fait du PVC avec Chem1. Et tous ces leaders-là, ils ont un choix. Soit ils perdent leur compétitivité parce qu'ils sont trop carbonés et que les réglementations et toutes sortes de facteurs environnementaux vont faire qu'ils vont devoir fermer. Soit ils se convertissent. Et pour se convertir, ils ont besoin d'énergie. Et c'est là que notre dernier actif entre en compte. Ils ont besoin d'énergie décarbonée. Et on a la chance d'avoir des infrastructures inventées pour le pétrole qui vont être réescomptables pour faire passer autre chose dans les tuyaux. Donc, c'est le sens de ce qu'on appelle un grand port énergétique, les énergies d'hier, les énergies de demain. On a été le 3e port du monde pour les hydrocarbures. On est aujourd'hui le 3e d'Europe en quantité. Et on a cette chance d'avoir des terminaux pétroliers, des terminaux gaziers. On va voir que c'est plutôt d'ailleurs ces terminaux gaziers qui ont le vent en poupe. On a 2 raffineries locales, plus une en Suisse et une au sud de Lyon, Feyzin, qui sont approvisionnées par pipe. Et puis on a des plateformes chimiques
Et tout ça est connecté à du stockage et connecté à des réseaux nationaux et locaux. Ce qui fait que si on regarde les 75 millions de tonnes dont je parlais tout à l'heure, il y en a moins d'un tiers qui en réalité partent par la route, puisqu'en fait le reste part en très 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 grande majorité par pipe, 95%, et puis un petit peu par fer et un petit peu par fluvial, mais l'intermodalité n'est pas le sujet du jour. Et il y a une manière de raconter la même histoire, c'est-à-dire partir des mêmes actifs et se poser la question de les réescompter, les réutiliser pour l'avenir, et constater, et là je ne parle pas au futur, on a eu pas mal de présentations au futur ce matin, je crois parler quand même d'un présent assez proche, voire d'un passé récent pour certaines. Nous, on a cette liste de demandes dans le tuyau, dans le pipe, sans mauvais jeu de mots, et on est en train de les implanter. On a 2 unités de production de carburant de synthèse, un projet qui s'appelle H4 Marseille-Fos, un autre qui s'appelle Neocarb, qui est porté par le groupe Elis Énergie. On a 2 unités de production d'acier vert. ArcelorMittal, c'est sa 3e brique de décarbonation, qui va lui permettre de franchir les derniers 50% d'abattement de CO2. Et puis, je parlais d'Ascométal, repris par Marcegaglia, qui va partir de son usine de spécialité et qui va construire une usine d'acier plat. Et c'est une usine qui est déjà électrique, elle, donc sans effet carboné. On a une filière de production locale, alors locale voulant dire au large, d'éoliennes flottantes, puisque c'est la stratégie énergétique française d'équiper enfin la façade méditerranéenne de champs éoliens. C'est un projet que le port développe en direct, qui s'appelle Développement de l'éolien offshore DEOS, sur 60 hectares de foncier. Et puis on a d'ores et déjà une raffinerie qui est convertie, celle de Total Energy à la Med, qui est une bioraffinerie. On a plusieurs porteurs qui souhaitent développer du biogaz. On sait d'où vient le CO2. Alors on sait d'où viennent plus exactement les intrants organiques, que ce soit du CO2 ou de la biomasse. Il faut maintenant réussir à passer le cap industriel sur ces projets. Et puis on a une usine qui va produire des panneaux photovoltaïques. Et on se sert de cet ADN énergétique pour booster notre stratégie portuaire. Je suis parti de la logistique, je suis passé sur l'énergie, et là, je voudrais revenir sur le portuaire. Ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est fondamental, il me semble que c'est par M. Bouygues, on est aussi un port urbain. Tout ne se passe pas à Fos, malheureusement, ce serait plus simple à gérer, mais on a des riverains à Marseille, et donc on a fait le choix depuis 2017 de connecter les navires en escale de la Corse lorsqu'ils sont à quai à Marseille. Depuis 2023, on peut également connecter les ferries qui font l'aller-retour avec le Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Et dans quelques jours, alors je devrais même dire là aussi parler au passé parce que la vérité des tests m'y oblige, mais en tout cas en termes d'annonce, dans quelques jours, nous annoncerons que nous sommes capables de connecter 3 navires à quai simultanément pour la croisière. Et ça, c'est un défi que nous relevons avec Equans, donc je tiens à le saluer. Je crois qu'il y aura un point tout à l'heure sur ce point, sur ce projet. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est pour dire que cette confiance dans la capacité à être un porteur d'infrastructures vertueuses et cette obligation, cette responsabilité que nous portons se traduit également dans les choix que nous faisons pour les armateurs à quai à Marseille. Pour Fos-sur-Mer, il y a également une dynamique maritime que je tiens à souligner. J'ai parlé de carburant de synthèse tout à l'heure. Bien évidemment, nous mettons la réglementation européenne, en l'occurrence FuelEU Maritime, en regard des enjeux de compétitivité du port de Marseille-Fos. Et nous sommes convaincus qu'être capable d'avitailler des navires sous-T, des navires si vous préférez, avec des carburants moins carbonés, comme la réglementation européenne l'impose, c'est un facteur de compétitivité pour notre port. Et qu'en fait, un armateur qui devra faire 2 escales, une pour avitailler et une pour décharger et charger de la marchandise, se posera la question, tandis que s'il peut la faire au même endroit, c'est tout gagné. Et comme nous sommes déjà capables de le faire au GNL, grâce à nos terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer, dans les 2 bassins, depuis d'ailleurs maintenant plusieurs années, parce que je pense que la première escale va être 2022, on est capable maintenant d'avitailler en escale des navires de croisière, des navires de conteneurs à Fos-sur-Mer également. Et donc, on trouve cette idée, et j'en finis là avec ce que j'ai appelé le hard de ma présentation, la partie technique, cette idée
croiser la logistique, l'industrie, l'énergie et le foncier comme un actif stratégique fait de nous un excellent candidat, un excellent espace candidat, un excellent acteur candidat pour construire ces hubs qui permettent de capter la valeur et pas de se contenter de regarder passer les camions sur l'autoroute. Et le soft dans tout ça, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes infrastructures et des acteurs économiques qui trouvent leur intérêt compétitif à venir chez nous. Il faut être capable de les accueillir. Et pendant très longtemps, le territoire d'Aix-Marseille a été connu pour avoir du mal à se vendre et à accueillir les acteurs économiques. Je crois qu'aujourd'hui, cette étape difficile est derrière nous et on a un véritable écosystème qui accompagne ces chaînes de valeur en construction ou en développement sur le territoire. On travaille étroitement avec la région sud, bien sûr, la métropole Aix-Marseille-Provence, l'État notamment, et puis les communes, pour utiliser le port, et j'allais dire l'excuse du port parfois, comme un vivier d'innovation et un espace ouvert dans lequel on a vraiment une histoire à raconter pour les acteurs les plus petits comme pour les plus gros. Et je mets dans cette idée d'humain également la dimension des riverains et des habitants du territoire. On a la chance, à Fos-sur-Mer et à Port-Saint-Louis-du-Rhône, d'avoir des riverains, des habitants qui connaissent l'industrie, qui n'en ont pas peur. Vous allez me dire, ils vivent avec, je crois, 18 Céveso seuil haut juste à côté, donc c'est un petit peu compliqué si on n'est pas habitué. Mais ils n'ont aucune réticence à accueillir des transformations des usines existantes ou des nouvelles industries. Évidemment, en contrepartie, ils demandent que le risque n'augmente pas significativement et qu'on améliore leurs conditions de vie, comme tout le monde. Mais à aucun moment, la concertation que l'État a menée pendant 18 mois, un grand débat global l'année passée, n'a soulevé de réticence là-dessus. Donc c'est aussi un atout pour le territoire. J'ai parlé de matière, je voudrais juste dire un mot de circularité dans les minutes qui me restent, et puis ensuite consacrer le temps au Smartport. L'association Picto, que nous avons cofondée il y a quelques années au Grand Port Maritime, a porté 2 vagues de candidatures au programme Zone industrielle bas carbone porté par l'ADEME, qui s'appelle Sirius, c'est le nom du programme que nous portons, et confirme pleinement ce que je vous ai dit sur ce qui est stratégique pour l'avenir. D'abord, électrifier. Il faut apporter plus d'électricité. Je n'ouvrirai pas le débat ici parce que nous avons un petit sujet territorial sur cette question, mais à l'évidence, le besoin est confirmé par tout le monde. Deuxièmement, utiliser l'hydrogène comme vecteur énergétique, peut-être comme vecteur local. Alors, on a déjà 3 acteurs parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je n'ai pas donné tous les noms, qu'ils m'excusent. Il y a Marchegalia pour l'acier vert également. Carbone, c'est l'usine de panneaux photovoltaïques. Il y a 3 de ces acteurs qui vont produire de l'hydrogène vert sur place. Il y en a d'autres qui sont intéressés à l'importer, soit sous forme de molécules, soit sous forme d'hydrogène, gaz, sous forme de molécules vectrices, en l'occurrence de l'ammoniac, soit hydrogène gaz. Et puis le troisième point, c'est la captation du CO2 à grande échelle. Il y a un projet porté par LNG, Vicat et SPSE, la société du pipe sud européen, qui s'appelle RON CO2 et qui est en train de préparer la descente du CO2 de l'usine Vicat de l'Isère, qui est la plus grande de France, l'usine de ciment, pour l'amener jusqu'à Fos, avec 2 débouchés. La première, le liquéfier pour aller l'enterrer dans des gisements sous-marins. Et l'autre, utiliser la part verte de ce CO2, les petites molécules avec l'étiquette, vous savez, et justement l'injecter dans les carburants de synthèse. Voilà, je voulais insister sur ce point-là, parce que Sirius nous a vraiment apporté beaucoup de structuration et de lecture stratégique sur ces aspects, tout en nous disant, vous avez 2 solutions pour diviser par 10 la quantité de CO2 produite, plus exactement par 20 d'ailleurs. Soit vous détruisez 5000 emplois, soit vous en créez 6000, donc à vous de choisir. Enfin, la démarche Smartport. Alors, la démarche Smartport, elle est à la fois par-dessus tout ça, et très précise dans ses objectifs. Et c'est ce que je voudrais partager. D'abord, c'est une conviction collective avec 3 acteurs au départ. La Chambre de commerce d'industrie d'Aix-Marseille-Provence, Aix-Marseille Université et le Grand Port Maritime de Marseille qui se sont dit le port a été autonome pendant très longtemps, c'était notre nom. S'il veut prouver qu'il ne l'est plus, il va falloir raconter une histoire sur l'élaboration de stratégies communes et en particulier d'innovation commune.
Le port apparaît, et mon propos tend à le renforcer, comme un actif stratégique pour le territoire. Pour autant, cet actif est-il accessible à tout le monde? Donc c'est l'idée du smart port, se mettre à disposition d'un territoire et d'un écosystème économique. Avec 3 objectifs. Être entrepreneur, c'est, j'allais dire, notre ADN. On est une entreprise publique, mais on est une entreprise quand même. Donc on sait que personne n'a envie de perdre d'argent et que les choix dépendront de la capacité des décisions à créer de la rentabilité et de la compétitivité. Deuxièmement, un port vert, ça va de soi, c'est un objectif de transition globale, environnementale et énergétique. Et puis, cette logique d'ancrage, un port citoyen, un port qui, ça a été dit pour Los Angeles tout à l'heure, la phrase était très juste, on veut investir dans nos collectivités locales, c'est le mot qui a été utilisé. Je crois qu'on n'aurait pas dit ça, nous, mais c'est un petit peu l'idée du port citoyen. Et donc, pour donner corps à cette ambition-là, le Smart Port est un petit peu tentaculaire, il y a plein de sujets. Donc je salue Alexandre Antonakas qui est dans la salle et qui pourra vous en parler tout à l'heure si besoin, qui est le pilote du Smart Port. Il a vraiment une ambition de rapprocher l'académique et l'économique, ça c'est une de ses ambitions très fortes. Il a l'ambition de collecter de la donnée, c'est la Brainport Community, de mettre de la donnée à disposition des acteurs pour qu'ils puissent créer de la valeur dans leur écosystème. Et puis ensuite, c'est un lieu de rencontre, des petits-déj, des événements, Smart Port Day, Christophe, tu y étais. Et enfin, et j'insiste là-dessus parce que ça va faire le lien avec le point suivant, enfin les défis qu'on va voir juste après, il y a cette logique de challenge. Donc là, c'est de l'open innovation un petit peu classique, c'est sur ce point qu'on s'était rencontrés avec Christophe et Vincent il y a quelques années. Un acteur institutionnel qui a des besoins ou qui peut catalyser des besoins et qui va chercher des innovateurs pour y répondre ou tenter d'apporter des réponses. Donc ces Smart Port Challenge, on le voit, ont été pendant très longtemps assez technophiles. Et maintenant, on reste très techno. En même temps, on s'élargit sur des enjeux d'usage, sur des enjeux de services rendus. Par exemple, on a porté un défi sur le service d'information aux voyageurs, aux passagers qui circulent dans notre port. Et puis, sur l'énergie, on va le voir juste après, on voit plein de filières qui essayent de se créer, qui utilisent le port comme un terrain de jeu intéressant. On a l'Oulo Moteur, on a l'osmotique. Et puis, on a aussi notre rôle d'aménageur. Et ce rôle d'aménageur se traduit par un travail sur lequel Colas est impliqué également, j'ai vu Denis tout à l'heure, qui nous permet de mieux concevoir les espaces urbains, les espaces appartenant à tout le monde dans lesquels on agit. En conclusion, j'ai mis les 5 hubs qui sont au cœur de notre stratégie, notre projet stratégique pour les 5 prochaines années, pour vous dire que j'aime bien dire qu'on est non seulement un hub, mais un hub de hub, et qu'on connecte finalement logistique, industrie, énergie pour créer de la valeur pour le territoire. Et on n'oublie pas l'humain, donc j'ai essayé d'axer ma conclusion sur cet aspect-là. Pour réussir tout ça, il faut créer de la confiance, et la confiance, elle passe automatiquement par les relations entre personnes, par l'interconnaissance. Et je crois que c'était un des grands défauts du port lorsqu'il était autonome, c'est qu'on avait du mal à le connaître, on avait du mal à savoir ce qu'il avait dans le ventre. Et maintenant, notre effort collectif, sous l'égide du président Christophe Castaner et du président du directoire Hervé Martel, c'est véritablement d'être un port connu, reconnu et un partenaire fiable. Je vous remercie. Merci beaucoup Rémi, on aime le hub au carré. En attendant le hub au cube peut-être dans le futur. Nous allons maintenant passer avec Kitri, que j'invite sur scène dans la phase des spotlights, et donc de 4 initiatives intéressantes, novatrices, que l'on va vous présenter. Kitri, c'est à toi. Merci Christophe. Merci beaucoup. Enfin, je tenais quand même à te remercier parce que c'est quand même un sujet qu'on porte à la Centrale Innovation depuis 2 ans grâce à Benoît. Voilà, on a lancé une communauté il y a 1 an. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens de la communauté présents, donc je tenais à vous remercier quand même d'être là pour votre soutien. Et donc j'ai un plaisir de présenter ce spotlight parce qu'on va vous présenter 2 solutions qui ont été développées vraiment dans cette démarche portuaire autour de la résilience des territoires et du trait de côte. 4 solutions. On aura Nicolas Griglio, qui est directeur opérationnel de Sources Urbaines, avec qui on a travaillé pendant 1 an avec Colas, Denis Lotte et Sébastien Bruat, et qui parlera du coup de la valorisation des eaux de pluie. Éric Hude, qui est le référent du projet Sénac du côté de Bouygues Énergie et Services, et qui viendra du coup nous présenter son projet complexe.
Jean-Luc Stanek, CEO de ACE, qui nous présentera sa technologie autour de l'énergie houlomotrice. Et enfin, Nicolas Euzet, CEO de Switch Energy, et qui nous parlera de l'énergie osmotique. Donc pour commencer, je vous propose de faire un petit focus sur l'eau, qui est un vrai sujet qui concerne, je pense, tous les territoires, pas seulement les milieux portuaires, mais aussi les territoires urbains. Pendant 1 an, on a travaillé avec Sébastien, Denis et Nicolas sur le défi comment optimiser les infrastructures et l'aménagement portuaire pour mieux utiliser les ressources en eau de pluie et favoriser la biodiversité sur un espace portuaire. Donc pour répondre à cette question, j'invite du coup Nicolas sur scène pour que tu nous présentes du coup le jardin de pluie qui a été co-développé avec Colas. Je peux prendre un micro. Ouais, là-bas. Bonjour à tous. Merci Kitri pour cette introduction et surtout merci au groupe Bouygues pour cette opportunité de vous présenter les travaux que l'on a menés avec le groupe Colas et surtout sur le territoire du Grand Port Maritime de Marseille autour de la valorisation d'une ressource. Alors, ce qui m'a aussi rassuré dans les différentes interventions, que ce soit la présentation d'Edouard Bouygues jusqu'à la présentation de M. Constantino juste avant, mon introduction, elle est toute faite, donc je vais pouvoir aller un peu plus vite là-dessus et surtout, ça montre que je ne suis pas à côté de la plaque. L'idée, pour vous resituer un tout petit peu le contexte, c'est le constat, et je pense qu'on l'a tous fait à différents niveaux, au niveau personnel, au niveau politique, que les effets du changement climatique impactent notre quotidien, impactent notre activité. Et bien évidemment, les territoires portuaires n'en sont pas du tout exclus. Au contraire, vu qu'ils représentent des surfaces énormes, des enjeux stratégiques, des enjeux politiques et surtout des enjeux d'activité. Comme l'a dit Kitri, le but de cette expérimentation que je vais vous présenter par la suite, c'est de récupérer et de valoriser une ressource qui pour nous est très importante, qui est l'eau de pluie. L'eau de pluie non seulement comme ressource pour l'activité humaine, arroser les plantes, nettoyer la voirie, nettoyer la chaussée, à usage industriel et également à usage humain. Typiquement, on n'a pas besoin d'eau potable pour tirer la chasse d'eau, pour nettoyer les sols, etc. Voilà le constat de base que l'on a pu faire. Et derrière, si on se penche sur le cas très particulier d'une zone portuaire, vous voyez, ce sont des zones qui sont extrêmement minéralisées, sur lesquelles il y a beaucoup de flux, des flux humains, des flux énergétiques, des infrastructures et bien évidemment du stockage, de la circulation, etc. Toute la difficulté dans ce challenge qui nous a été porté, où on nous a demandé de travailler sur la biodiversité et réintroduire la biodiversité dans ce territoire, c'est de se dire qu'on ne va pas pouvoir perturber l'activité qui est déjà en place, mais d'un autre côté, il y a un enjeu environnemental très fort pour réintroduire une meilleure gestion des ressources naturelles et bien évidemment, tout ce qui va être végétation touche à l'esthétique, touche au confort thermique, touche aussi à un côté réglementation qui est très important que je vais vous présenter par la suite. Kitri l'a très bien dit, avec nos partenaires du groupe Colas, donc Denis Lotte et Sébastien Bruat qui sont dans la salle, on a réussi à trouver un terrain d'expérimentation. Alors, vous doutez bien que dans le temps imparti du challenge, c'était très difficile de faire une expérimentation à l'échelle 1 sur un territoire vraiment portuaire où l'activité continue son cours. Et donc, c'est dans une agence Colas, celle d'Istres, que l'on a trouvé un terrain qui est très proche. Donc, non seulement il y a une activité qui est celle de l'agence, mais aussi on a beaucoup de surfaces minéralisées sur lesquelles on collecte cette fameuse ressource. Pour vous présenter un peu l'innovation et surtout la solution systémique que l'on a conçue, solution systémique parce qu'elle va venir combiner plusieurs innovations et surtout plusieurs réflexions. Sur la partie de gauche, vous avez, on va dire, le savoir-faire de sources urbaines qui combine, après la collecte de la ressource en eau, son stockage et surtout sa restitution dans la terre végétale pour le côté arrosage ou sa restitution dans les infrastructures pour les activités de promotion immobilière, d'activités industrielles, etc. Sur la partie de droite, vous avez non seulement les innovations du groupe Colas, donc vous avez les enrobés drainants avec des coloris différents pour jouer sur l'albédo, donc voilà, le côté thermique, ça c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir par la suite, mais surtout on se rend compte que les chaussées de structure, la structure qui va faire office de support pour cette surface, va aussi faire office de structure réservoir pour notre fameux jardin de pluie. Donc non seulement on rentre dans une logique où on arrive à adapter les infrastructures et les aménagements urbains face aux effets du changement climatique, je m'explique, notamment dans le sud du pays, les épisodes de forte chaleur sont de plus en plus longs,
les températures sont de plus en plus extrêmes et surtout sont entrecoupées d'épisodes pluvieux de plus en plus torrentiels. On le voit par rapport aux quantités diluviennes de pluie qui tombent sur certains territoires. Les résultats sont catastrophiques puisque les réseaux d'assainissement ne sont pas dimensionnés pour les évacuer. Donc on a des phénomènes de crues, d'inondations, ça détruit les infrastructures, ça détruit les réseaux. Et donc si derrière on peut rentrer dans cette logique où non seulement on crée des volumes de vide pour récupérer et stocker cette ressource, mais que cette ressource derrière, quand on en a besoin, on peut l'utiliser, que ce soit à but esthétique avec de la végétation ou à but industriel pour l'activité humaine, là on commence à cocher vraiment toutes les cases de l'aménagement urbain, mais surtout de l'aménagement urbain en termes de ville durable. Je vous montre un peu quelques photos de l'avant-après de cette expérimentation à l'échelle 1 que l'on a pu mener sur l'agence. La vue en coupe que vous aviez juste avant en est le bon exemple. Mais derrière, non seulement on rentre dans une réflexion durable, mais ce qui est très important et ce qui vient rejoindre le côté Smartport Challenge, c'est le maintien de l'activité sur site. Le fait de pouvoir circuler, le fait de pouvoir charger, décharger, pouvoir stationner, stocker, et puis à plus grande échelle, éventuellement, parler de flux passagers, parler de flux d'énergie, etc. Bien évidemment, l'installation, elle ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce qu'on l'a installé et qu'on constate que les plantes sont arrosées qu'on s'arrête là. Il y a toute une phase de suivi, de monitoring qui sera fait sur les prochaines années pour vérifier le comportement et la bonne évolution et surtout le fait qu'on respecte bien le cahier des charges qui nous a été donné. Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour vous mettre en avant des véritables données de ce site-là, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de ce que l'on va suivre. Donc non seulement il y a le comportement hydrique de l'installation, il y a le comportement agronomique, puisque le fait de réintroduire du vivant dans ce type d'installation, on ne veut pas non plus engendrer des coûts supplémentaires. Donc si ça peut s'entretenir tout seul, s'arroser tout seul, c'est une case supplémentaire qui est cochée. Et l'autre aspect qu'on a commencé à explorer sur différentes installations, mais qui va être très intéressante aussi sur cette expérimentation, c'est le côté confort thermique. Je sais que le groupe Bouygues, Colas, fait partie d'initiatives à l'échelle nationale sur la recherche et la compréhension du réchauffement urbain, du phénomène d'îlot de chaleur. Et donc, le fait de mieux comprendre, le fait de mieux adapter les infrastructures dans son ensemble avec une gestion intelligente des ressources naturelles, ça fait partie aussi du fait de pouvoir rajouter du confort thermique, rajouter un côté agréable à nos infrastructures. Vous l'aurez compris, le fait de pouvoir repenser un territoire, mais surtout pour pouvoir aménager des territoires en prenant en compte l'activité humaine, le fait de devoir adapter les infrastructures face aux effets du changement climatique, c'est non seulement une politique, mais c'est aussi quelque chose qui est en place. Et le meilleur exemple que j'ai à vous montrer là-dessus, c'est qu'auparavant, on échangeait exclusivement avec les services espaces verts des collectivités. Leur vendre le zéro arrosage, ça leur plaisait. En revanche, aujourd'hui, on ne travaille quasiment plus qu'exclusivement avec les services assainissement et voirie des collectivités, parce qu'on se rend compte que les aménagements, au sens très très large du terme, sont très demandeuses et réintroduisent ce besoin de végétaliser, ce besoin de gérer les ressources naturelles. Et donc, qui de mieux que des aménageurs comme vous et comme vos métiers pour pouvoir repenser un peu différemment sans non plus révolutionner les activités. Merci beaucoup pour votre attention et puis je reste disponible si vous avez des questions. Merci Nicolas. Une réponse qui marche aujourd'hui parce qu'elle a été inaugurée le 24 septembre. Et je pense qu'il y a Denis qui sera très content, si vous allez le voir, pour le faire visiter ce superbe démonstrateur qui est vraiment le résultat du Smartport Challenge. Merci beaucoup. Je pense que tu veux me donner. Ce que je vous propose maintenant, c'est de se concentrer un peu plus sur le deuxième défi que les ports rencontrent aujourd'hui, c'est l'enjeu de la transition énergétique. Aujourd'hui, Equans opère sur le port de Marseille. J'invite Eric Hude à venir sur scène. Il va nous présenter son projet autour de l'électrification des navires à quai. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter un projet qui rentre pleinement dans la stratégie d'électrification des infrastructures portuaires du grand port maritime Marseille-Fos. Et en conséquence, je parle donc du CENAC, qui est la connexion électrique des navires à quai. Donc son projet rentre
Ce projet rentre dans le cadre aussi de la directive européenne AFIR, qui vise à réduire en fait toutes les émissions de gaz à effet de serre, sur le transport maritime et le transport aérien. C'est un projet qui est bien sûr conforme à la norme internationale IEC 80005 pour l'électrification des navires. Et enfin, c'est un projet dont l'objectif est de pouvoir alimenter simultanément 3 navires de croisière, en sachant que les navires de croisière sont quand même les navires dans un port qui produisent le plus de gaz à effet de serre. Ce que je peux vous dire, c'est que la difficulté de ce projet, c'est que 80% de la flotte mondiale fonctionne avec un réseau électrique de 60 Hz et notre réseau français, lui, fonctionne en 50 Hz. Donc l'objectif, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde pédale à la même vitesse. Donc la difficulté de ce projet, ça a été de construire une centrale de conversion. Et cette centrale de conversion doit être en capacité de pouvoir produire 48 MVA, donc l'équivalent, on va faire simple, 48 MW. Pour vous donner ce que ça représente, c'est à peu près 5% d'une tranche nucléaire classique. Donc pour réaliser ce projet, on a donc construit une centrale de conversion qui comporte 6 modules de conversion de 8 MVA. Et donc ce poste de conversion, il a été installé en plein centre du pôle croisière du GPMM. C'est le rond rouge que vous voyez là. Donc on a construit un bâtiment de 1100 mètres carrés au sol avec un étage. Donc ça vous donne aussi la dimension des équipements qui sont mis en œuvre. Equans a fait toutes les études, on a fourni tous les équipements électriques. Et pour la partie conversion, on s'est appuyé sur un industriel qui est General Electric. La solution en termes de conversion qui a été retenue, c'est de la conversion statique. Ce n'est pas du dynamique. Donc c'est une solution d'électronique de puissance avec la technologie IGBT. Donc voilà, donc notre objectif, c'est d'alimenter 4 quais sur le pôle croisière du GPMM. Et comme je le disais précédemment, il faut alimenter 3 navires de croisière en simultané. Alors bien sûr, vu la puissance qui est en jeu, vous imaginez bien que quand on va brancher ces navires, il ne faut pas entraîner le shutdown du réseau électrique du port, mais aussi des quartiers nord de Marseille. Donc il y a un certain nombre de tests qui ont été faits en amont pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Voilà. Je vous ai donné quelques données métriques là. Il y a quand même 60 km de câbles dans le bâtiment. Alors ça peut paraître beaucoup, mais on a fait une construction de telle sorte qu'on puisse optimiser justement la longueur de câble, parce que vous connaissez les tensions qu'il y a sur le marché des matières premières, en particulier le cuivre. Donc on a construit un bâtiment de telle sorte qu'on optimise les longueurs de câble. Ensuite, 16 transformateurs, donc 4 de 16 MVA. Bon, s'il y a des gens d'Enedis ici dans la salle, je pense qu'on n'installe pas tous les jours des transformateurs de 16 MVA. C'est quand même assez exceptionnel. C'est des transformateurs qui pèsent quand même 32 tonnes pièce. Donc, voilà. Et ça représente à peu près 15 000 heures de production. Et puis ensuite, 120 cellules. Donc, pour vous faire simple, 120 disjoncteurs. Voilà. Alors, la solution qu'on a déployée, c'est une solution qu'on veut industrielle. C'est une fusée à 4 étages. Donc le premier étage de la fusée, c'est la partie supérieure. Là. Donc c'est toute l'arrivée de l'énergie depuis Enedis. Donc le premier étage, c'est toutes les protections électriques des arrivées Enedis. Donc ce qu'on a fait là ici pour le GPMM, bien sûr, on a sécurisé cette alimentation. En fait, on a plusieurs postes de livraison qui viennent alimenter la centrale de conversion. Ensuite, vous avez le deuxième étage là. Qui est l'étage intermédiaire, c'est toute la partie donc conversion. Comme je vous l'ai dit, on est parti avec General Electric. Et là aussi, la solution qui a été retenue, c'est une solution de moyenne tension. Donc on fait la conversion sur du 3000 volts. Ensuite, là, c'est la spécificité de la solution du GPMM. On a tout un réseau d'aiguillage, parce que l'objectif, donc alimenter 3 navires de croisière en parallèle, les navires de croisière sont tous différents. Ils nécessitent tous une puissance différente. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir
répartir l'énergie en fonction des différents quais, en fonction de la disponibilité des quais et en fonction aussi de la nature des navires. Bon, il faut savoir qu'à Marseille, on accueille aussi bien du Costa, du MSC, du Viking, enfin toute une série de croisiéristes. Donc il faut être compatible avec tous ces navires. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier étage, hein, c'est simple, hein, ce sont en fait déjà la transformation de l'énergie qui est sortie de la centrale de conversion, parce qu'on est en 20 000 volts. Et là, il faut adapter donc la tension aux navires qui sont du 6.6, du 6600 volts ou du 11 000 volts. Et derrière, le dernier étage, c'est toutes les protections, en fait, des protections électriques des prises à quai. Donc là, concrètement, à quoi ça ressemble? Donc là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est la centrale de conversion. Hein, donc vous voyez, c'est quand même un bâtiment qui est relativement imposant. La photo qui est juste à droite, c'est tout le système de refroidissement, hein, refroidissement adiabatique. Hein, on a 4 groupes comme ça pour pouvoir refroidir les 6 convertisseurs, hein, parce que la partie conversion dégage quand même beaucoup de chaleur. Ensuite, ce que vous voyez là, à l'extrême, gauche, là, ce sont les transformateurs de quai, hein, c'est les fameux transformateurs de 16 MVA. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur de la dimension de ces transformateurs, la taille humaine, elle arrive à moitié du transformateur. Bon, ça, c'est des choses qui ont été bien sûr livrées par convoi exceptionnel et qu'on a installées dans le bâtiment via des Modaco en passant par le toit. Et ensuite, là, ce que vous voyez, là, le plan d'implantation RDC, là, c'est pour vous voyez les grandes barres verticales. En fait, ce sont les convertisseurs. Hein, et la barre verticale, là, ça fait quand même 30 mètres de long. Donc, vous imaginez que bon, c'est quand même des équipements relativement imposants. Et puis la partie supérieure, là, le plan d'implantation R+1, en fait, c'est l'étage où il y a tout le système d'aiguillage et toutes les protections électriques des navires. Et donc, on a réalisé notre première connexion le 24 janvier. Alors, c'est à noter, c'est que ça a marché du premier coup. Hein, on a alimenté le MSC World Europa, hein, qui est un des plus gros, je pense, navires de croisière en Méditerranée. Hein, et donc là, on a délivré à peu près 9 MW. Alors, il faut savoir que, bon, bien sûr, brancher un navire de croisière, c'est pas brancher une voiture électrique. Hein, le transfert de charge se fait progressivement. Hein, et en fait, là, on envoyait à peu près 2 MW toutes les 20 secondes. Et puis, la petite note, alors là, tout à l'heure, c'était Edouard Bouygues qui parlait là, de la connexion. Là. Bon, vous voyez sur la photo, là, à droite, vous avez le véhicule qui vient se connecter au navire pour pouvoir fournir l'électricité. Ce véhicule fait quand même 8 mètres de long, 4 mètres de haut et pèse aussi une trentaine de tonnes. Donc, vous voyez, c'est quand même des grosses puissances qui sont en jeu. Et puis la dernière photo que vous voyez en dessous, ça c'est une photo que j'ai prise parce que c'est le client GPMM qui m'a fait la remarque, c'est que quand une fois le navire était alimenté électriquement, en fait on a eu les mouettes, les goélands, enfin on dit à Marseille les gabions, sont revenus se mettre au-dessus des cheminées du navire de croisière. Donc voilà. Donc ce que je pourrais conclure, bon je ne vous cache pas, pour toutes les équipes Equans, ça a été une grande satisfaction. Parce qu'un tel projet donne vraiment un sens à sa vie professionnelle, parce que je peux vous garantir, étant Marseillais, je sais qu'on va améliorer la qualité de l'air à Marseille. Donc voilà. Ben, écoutez, je me tiens à votre disposition, hein, si vous souhaitez venir visiter le site, là. Alors assez rapidement, parce que l'inauguration est prévue dans quelques semaines. Voilà. Merci bien. Merci Eric. Pour le troisième spotlight, je vous propose quand même de rester sur cette thématique de l'énergie. Donc voilà, là, Eric nous a montré comment une solution pour amener de l'énergie verte potentiellement sur les quais. Maintenant, on va s'intéresser plutôt à la production et aller explorer du coup les énergies vertes. Il y a une ressource qui est inépuisable, ce sont les vagues. Et donc j'invite du coup Jean-Luc Stanek à venir sur scène et à nous présenter sa solution, sa technologie autour de l'énergie holomotrice. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Je vais donc vous présenter ACE, Hydro-Air Concept Énergie. C'est l'énergie des vagues enfin compétitive à moins de 2 centimes du kilowattheure. C'est la seule énergie renouvelable qui stabilise le grid, hein, et qui va permettre de décarboner l'industrie. En effet, le BTP, c'est 37%
la consommation avec la consommation, l'usage du BTP, c'est 35% des émissions de carbone, alors que l'industrie portuaire en France, avec toutes les zones portuaires, c'est la moitié des émissions industrielles de CO2 en France. D'où l'importance de décarboner cette énergie. Donc on remercie naturellement le port de Marseille et Bouygues pour avoir pris cette conscience de la nécessité de décarboner. Vous avez la petite maquette que vous voyez là, qui présente devant la digue de Marseille la première phase du projet, c'est 5 MW d'énergie des vagues avec 3 MW solaires dessus, donc 8 MW. Et au total, il y aura avec le solaire 25 MW plus 15 MW solaires, 40 MW à terme qui pourraient être installés devant la digue de Marseille. Comment ça fonctionne? Ben, c'est un vieux copain, Archimède, qui a montré que quand on pose un tuyau dans l'eau, un grand tube, pour ensuite, pour ceux qui le désirent, venir voir comment ça fonctionne exactement ici, l'eau, quand elle passe dessous, ça monte et ça descend. Et donc, à chaque vague, on a créé une espèce de pompe à vélo. Donc pour ceux qui sont devant, vous pouvez voir la petite turbine. On crée des vagues avec un batteur, l'eau monte et descend dessous, et dès la première vague, ça met en compression ce système et la turbine tourne. On a prouvé en mer, à 11 km au large de Saint-Nazaire, que ça fonctionnait très très bien, avec des vagues de quelques centimètres seulement. Donc vous voyez la turbine qui tourne à la première vague. Ça fait du vent. Donc cette turbine, qui est une turbine révolutionnaire, qui a été créée et fabriquée avec notre principal partenaire, qui est l'École d'ingénieurs arts et métiers de Bordeaux, dont le directeur innovation est dans la salle, et donc a battu tous les records du monde. On réussit à tirer de cet air comprimé, qui alimente tout un tas de turbines, jusqu'à 82%, à peu près stable, de l'énergie de l'air comprimé. On n'a pas la limite de baisse qu'on a sur une éolienne, qui est de 59% pour une éolienne. Donc vous imaginez des centaines de colonnes, un gros bac à glaçons que vous voyez là-haut. Ce sont des centaines de colonnes d'eau qui mettent en commun ces pompes à vélo, des grosses pompes à vélo, qui mettent en commun l'air comprimé à basse pression, mais à très fort volume, très fort débit. Et ça permet de tirer une énergie considérable. Quand on annonce 1 MW, en réalité, c'est la puissance électrique réelle, puisque la puissance aérolique peut monter à 9 MW, mais ça ne sert à rien de mettre les onduleurs, etc., pour juste 1 ou 2% du temps de l'année. Donc au lieu d'avoir une courbe complète, on est capé à la fois par les onduleurs et par la hauteur des colonnes, on a une courbe plate qui va stabiliser l'énergie électrique. Et comme on a un tampon, nous sommes la seule énergie renouvelable qui permet d'adresser le réseau avec une réponse parfaite à la demande. Ça protège aussi la côte, ça c'est très important, et ça permet de faire des digues en mer, comme le font aujourd'hui, enfin ça va être bientôt annoncé. Gunther Pauli l'a annoncé cette semaine avec le Premier ministre du Cap-Vert. Il va y avoir des digues portuaires qui vont être créées avec du ACE, avec très très peu de béton, et le ACE se comporte comme une digue portuaire en déphasant les orbitales des molécules d'eau, et ça permet aussi d'avoir des transports sédimentaires qui sont positifs au lieu de négatifs et de recharger naturellement les plages en sable. Donc c'est une énergie qui fonctionne avec toutes les vagues. On a prouvé qu'on était avec des vagues de 5 cm en mer, ça fonctionnait parfaitement. Et naturellement, c'est prévu pour des vagues de plus de 30 mètres permanentes pour la résistance. Le facteur de charge, grâce au fait qu'on a tout capé, est d'entre 50 et 90% selon le site, ce qui est très important. C'est totalement insubmersible et résilient, c'est-à-dire que vous le coupez en petits morceaux, vous le percez de tous les côtés, vous le mettez au fond, il va quand même remonter. En mer, la sécurité est une chose primordiale. Et enfin, c'est modulaire. Une fois que vous avez passé un câble de capacité suffisante, vous rajoutez à chaque bras, vous rajoutez 1 MW. C'est comme un gros Lego. Zéro béton, plus de 95% de la masse entièrement recyclable. Des modules de moins de 4 mètres de haut qui font que vous voyez sur FR3 Bretagne nos amis pêcheurs bretons qui demandent l'installation du ACE, parce qu'il y a des aspects très positifs, en particulier d'augmentation de la biodiversité par induction sur des ancrages spécifiques.
C'est très léger comme installation, il n'y a pas d'effort sur les digues. Quand vous mettez un système houlomoteur sur une digue, ben, vous êtes obligé vous la détruisez, soit vous êtes obligé d'augmenter la résistance. Pas d'impact sur les écosystèmes, ils sont régénérés par nos systèmes. Et enfin, aucun fluide hydraulique polluant, puisqu'il n'y a que le seul fluide, c'est l'eau. Le piston, c'est l'eau. Tout se passe au sec. Les ouvriers, enfin les techniciens passent à l'intérieur des couloirs de maintenance. Tout est clipsable, tout fait moins de 20 kg pour être entièrement transporté à terre et pouvoir complètement scaler et avoir un prix de l'OPEX qui est très important, qui nous permet de déterminer un prix final stable. Quand on compare toutes les sources d'énergie, on se rend compte que grâce à cette stabilité de base, ACE est idéal pour l'eau douce, pour les membranes, pour l'hydrogène vert, ce qui a justifié notre prix Innovation Hydrogène d'Or 2024, puisque nous sommes l'une des 2 clés de la production mondiale d'hydrogène vert massif, compétitif. Il va y avoir d'ailleurs une annonce d'un gouvernement étranger, je vous le laisse faire très bientôt sur ce sujet. Ça nous permet d'avoir un coût d'énergie extrêmement bas, des facteurs de charge, on en a parlé, très facile d'installation. On prépose les ancrages, vous arrivez, vous clipsez les machines par simple remorquage sans aucun moyen lourd. Ça, c'est très important parce que pour scaler au niveau mondial, pour avoir un effet sur le climat, il ne faut pas faire de l'écologie punitive, il faut faire de l'écologie positive et pouvoir le scaler partout et être rentable. Enfin, donc, des impacts sur l'environnement qui sont plus positifs que négatifs, aucun effet négatif. Une facilité de maintenance que j'ai évoquée avec l'OPEX grâce à des moyens qui sont clipsés. Hein, c'est aucun outil. Ça, c'est très important. Bilan carbone, à moins de 3 grammes d'équivalent CO2, on est très très bas. Très acceptable. Et enfin, on a des externalités positives comme la protection côtière et les digues. On a la chance d'avoir des partenaires fantastiques. Sogeti Capgemini qui nous ont fait toutes les études préliminaires pour les modélisations. L'université de Fès, ou le roi pour me remercier, d'un partenariat avec les grandes écoles d'ingénieurs françaises sur un sujet d'hydrogène vert marin, m'a nommé administrateur de l'école. Les arts et métiers qui sont vraiment notre base arrière. Bouygues maintenant, que je remercie pour ce premier projet en France. Et Zero Emission Ships International pour arriver à faire que le transport maritime, comme vous le disiez, Madame Barlado, qui représente aujourd'hui plus de 80% des émissions de carbone dans le monde, pour le transport et donc les émissions correspondantes, permettra de décarboner totalement, grâce à l'hydrogène vert liquide, le maritime. C'est à ce sujet qu'il y aura bientôt une annonce que je laisserai faire. Après, il faut un peu rêver. On a 140 métropoles dans le monde qui subissent la subsidence et qui concentrent maintenant une majorité de la population mondiale. Leur zone d'expansion, c'est plus vers la Terre, c'est plus possible. L'océan est une zone naturelle d'expansion. Et pour cela, il faut naturellement la protection côtière, les digues qu'on va faire, comme vous le voyez ici, ça des digues au cope vert, des digues flottantes. De l'énergie, une économie ne fonctionne pas sans énergie compétitive. De l'eau, puisque l'eau c'est de l'énergie, il faut à peu près 2,5-2,7 kWh par mètre cube d'eau douce. Et enfin, de l'hydrogène vert compétitif, puisque notre objectif, qui paraît fou pour ceux qui ne sont pas encore tenus aux dernières évolutions, on va arriver entre 1 euro et 1,50 € sur une production de 100 000 tonnes par an sur un projet qui va, encore une fois, être révélé très vite. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup Jean-Luc. Effectivement, il y a un vrai défi à produire aujourd'hui l'énergie verte et compétitive pour les ports aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Il y a un QR code, donc n'hésitez pas vraiment à mettre vos questions. Il y aura une petite séquence juste après la dernière solution qui est tout aussi intéressante parce que c'est aussi la production d'énergie verte à partir de l'énergie douce et de l'eau douce et de l'eau salée. Du coup, j'invite Nicolas Euzet, CEO et cofondateur de Switch Energy, de venir présenter sa solution. Alors, merci beaucoup. D'abord, un merci au groupe Bouygues pour cette invitation. Il y a
2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans, j'avais eu la chance, Absolument. l'opportunité de présenter déjà ce qu'on fait chez Switch Energy ici. Et à l'époque, on commençait ce passage du labo vers la vraie vie, qui est un passage toujours complexe, puisqu'évidemment, on voit des choses dans un labo qu'il faut reproduire dans la vraie vie, et le chemin est souvent tortueux. Et puis on fait du hardware, mais c'était important pour nous d'aller se confronter à la réalité, car on dit souvent chez Switch Energy que on aime beaucoup la science. Je vais parler rapidement de science dans quelques slides, mais on ne fait pas de science pour la science. On cherche vraiment des solutions scalables à très grande échelle. Et notre domaine, notre terrain de jeu, c'est donc l'énergie osmotique. Je vais rappeler rapidement de quoi il s'agit. L'énergie osmotique, c'est l'énergie du mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Quand deux flux d'eau avec des niveaux de salinité différents se rencontrent, elles se mélangent. Ça, je pense qu'on le perçoit tous bien. Quand on regarde ça à l'échelle de l'infiniment petit, ce mélange, ce sont les ions du sel qui bougent, qui circulent naturellement. Et des ions qui bougent, c'est de l'énergie. Et donc tout l'enjeu, c'est de capter cette énergie pour la transformer en électricité. On n'a pas inventé l'énergie osmotique, elle existe, en tout cas elle a été comprise depuis très longtemps, et ça fait presque 75 ans que des laboratoires, des industriels travaillent sur le sujet, parce que c'est une ressource massive à l'échelle de la planète. Ce qu'on appelle l'énergie osmotique naturelle, c'est-à-dire les deltas et les estuaires, là où les rivières rencontrent les océans et les mers, représentent presque 30 000 TWh, c'est à peu près la demande d'électricité annuelle à l'échelle de la planète. Évidemment, on ne va pas transformer tout ça quand on prend en compte les contraintes environnementales, technologiques, etc., etc., mais on imagine qu'avec l'énergie osmotique naturelle, on pourrait faire autour jusqu'à 10% de l'électricité de la planète. Et si on y ajoute d'autres sources de gradient de salinité, on pourrait faire 15 à 20% de l'électricité de la planète. Donc c'est absolument massif. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour faire de l'électricité. Alors on a commencé Switch Energy il y a quelques années en appliquant finalement cette technologie qu'on appelle iNode, qui veut dire Ionic Nano-Osmotic Diffusion. Ça paraît un peu compliqué dit comme ça, mais le cœur des systèmes osmotiques, ce sont des matériaux, des membranes, qui permettent de classer les ions, en gros. C'est-à-dire que vous faites circuler dans des modules osmotiques, qui sont des boîtes, un peu comme des électrolyseurs, on fait circuler de l'eau douce et de l'eau salée, et les matériaux, les membranes qu'on intercale entre les deux flux d'eau permettent de trier les ions, de les classer et de créer des potentiels. C'est une batterie en fait, avec derrière un système d'électro, un redox flow pour générer les électrons. L'enjeu, c'était de trouver des matériaux et des designs qui permettent de réduire massivement le coût de production de cette électricité. Et pour faire ça, on met en œuvre chez Switch Energy des découvertes qui viennent du CNRS à Paris sur des nouveaux matériaux, des nanomatériaux, et qui permettent de faire des membranes et des matériaux beaucoup plus efficaces en termes de sélectivité, donc faire passer d'un côté les ions plus ou les ions moins, mais aussi en termes de circulation des ions, pour accélérer le flux des ions, et donc d'avoir des systèmes beaucoup plus performants et donc beaucoup moins chers. C'est tout l'enjeu, et puis comme on aime les défis chez Switch Energy, on s'est attaché à le faire aussi avec des matériaux disponibles localement, pas chers, pour pouvoir scaler à très grande échelle. C'est 10 ans de travail pour mettre au point ces systèmes-là. C'est évidemment des brevets. Et je dirais qu'au-delà des matériaux, c'est aussi beaucoup de travail sur les systèmes fluidiques, comment on optimise la circulation des fluides dans les systèmes. Aujourd'hui, on est dans ce scaling dans le monde réel. Donc aujourd'hui, Switch Energy, c'est une 60aine de collaborateurs. On est des Bretons à l'origine, mais nous aussi, on travaille dans le sud, puisque le premier démonstrateur en conditions réelles de notre technologie est installé à côté du port de Fos-Marseille, dont on parlait tout à l'heure, sur l'écluse de Barcarin, à Port-Saint-Louis, pardon. Et c'est sur ce site qu'on appelle Opus One, qu'on nomme ici, qu'on teste nos systèmes, qu'on produit des électrons avec de l'eau du Rhône et de l'eau de la Méditerranée, qu'on apprend, parce qu'on est aussi apprenant, on assume qu'on développe une toute nouvelle filière industrielle,
et on cherche à être en même temps évidemment performant, mais on est aussi apprenant sur comment fonctionnent ces systèmes. Il y a, je dirais, 3 leviers pour atteindre les economics nécessaires pour que ça marche. Il y a la technologie, c'est notre ADN fondamental, et on a prouvé qu'on maîtrise ces nouveaux matériaux, ces nouveaux systèmes, et on continue à les améliorer évidemment dans notre laboratoire à Rennes. Le deuxième élément, c'est évidemment l'industrialisation, et on a démarré une ligne pilote à Rennes pour la fabrication, l'assemblage des modules osmotiques. Et le troisième élément, c'est ce qu'on fait sur le site Opus One dans le delta du Rhône, c'est apprendre les bonnes conditions d'opération d'un site osmotique. Puisqu'évidemment, tout dépend, les performances dépendent des flux d'eau qu'on amène, des qualités de l'eau et des niveaux de maintenance qu'on amène dans nos systèmes. Donc on assume totalement d'être en même temps faisant et apprenant. Vous voyez là une photo, le système est containerisé, donc vous voyez sur cette photo, c'est pas forcément très parlant, mais derrière les tuyaux d'alimentation des eaux, on a des modules osmotiques. C'est une technologie qui est très modulaire, et évidemment on est dans ce moment qui est un complexe, quand on développe du hardware, de la mise à l'échelle de cette technologie. L'intérêt de l'énergie osmotique, pourquoi on fait ça et pourquoi ça ne marche pas, mais ce n'est pas très grave. Je sais pas, bon, je crois qu'il y avait un autre slide, mais peut-être pas. Il est là, voilà. Bon, on connaît tous ici, on en a parlé, ça a été évoqué, l'enjeu d'électrification. Le monde a changé entre le moment où on a démarré le projet Switch Energy et aujourd'hui. On a démarré vraiment résolument Switch Energy sur cette idée d'apporter massivement une électricité décarbonée. Ça reste toujours le cas, mais on doit l'arrêter, et que le sujet de la décarbonation, on en parle ici, on en parle en Europe, mais on a des vents de face. Il y a quand même, à l'échelle de la planète, le sujet a reculé. Il n'empêche qu'il y a 2 autres sujets critiques auxquels répond l'énergie osmotique, qui sont la sécurité de l'approvisionnement. L'énergie osmotique, elle est disponible 24 heures sur 24, elle est extrêmement flexible. On a montré dans nos systèmes sur le premier site que la mise en route pour passer à la production nominale est extrêmement, on parle de quelques secondes. Et donc ce sujet, et puis le feedstock, j'allais dire, enfin la ressource est locale, quoi. Donc ce sujet de sécurité de l'approvisionnement, de souveraineté, sont aussi des sujets auxquels répond l'énergie osmotique. Donc, et pour nous, on est encore très motivés par l'enjeu de décarbonisation. Mais je crois que ce qui est important, c'est de répondre et de regarder avec lucidité quels sont les enjeux auxquels on doit faire face. Et la bonne nouvelle, et je pense que mon prédécesseur était dans le même cas, c'est que ces énergies-là, elles apportent des solutions certes décarbonées, mais aussi des solutions de flexibilité, de souveraineté et de déploiement rapide, quoi, avec ces aspects très modulaires qui sont les enjeux. Donc c'est ce qu'on s'attache à faire chez Switch Energy. Et aujourd'hui, on parle évidemment avec un certain nombre de ports, parce que le sujet de l'électrification des ports, qui se trouve souvent à l'embouchure des fleuves et des rivières, est massif. Évidemment, les enjeux des hyperscalers de data centers qui cherchent de l'électricité de base, ce sont tous ces sujets-là auxquels peut répondre l'énergie osmotique. Voilà, merci beaucoup encore. Merci Nicolas. Super. Je t'invite à rester sur scène parce qu'on va passer à une séquence de questions et réponses. Donc j'invite tous nos intervenants pour la séquence Spotlight à venir sur scène. Et également Alexandre Tonakas, qui est notre contact direct pour le Smartport Challenge et qui, je pense, peut être assez intéressant pour répondre à certaines questions. Donc, si on prend la première question, d'où vient l'eau du refroidissement adiabatique ? Vous avez des micros sur la table à droite. Et en fait, c'est de l'eau déminéralisée qui est utilisée. C'est un circuit fermé qui vient refroidir les convertisseurs. Merci Eric. Juste un petit point d'attention, il y a aussi un micro dans la salle pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter sur la plateforme. Donc n'hésitez pas. Donc si on prend la deuxième question, quelle est la part des navires compatibles avec une connexion électrique à quai ? Peut-on imaginer un élargissement au-delà des bateaux de croisière ? Ça peut être une question simple. pour De toute Rémi façon, les navires de croisière se doivent d'être compatibles avec la norme que j'ai citée tout à l'heure, la IEC 80005, et elle s'applique aussi à d'autres navires. Il n'y a pas que simplement les navires de croisière. Il y a aussi les porte-containers, il y a aussi les ferries, il y a les ro-ro. Enfin, il y a toute la série de navires qui arrivent sur un quai. Oui, peut-être
2 mots là-dessus. Donc, je l'ai dit, on branche la Corse depuis 2017, on branche le Maghreb depuis 2023. 2026, c'est la croisière. Tous ces trafics-là sont obligés de se brancher pour 2030, donc on a pris de l'avance sur la norme. On va aussi brancher les navires à conteneurs à Marseille et à Fos. On est en train de développer les projets correspondants. Et puis ensuite, il y a des activités qui ne sont pas obligées de se brancher, mais qu'on va quand même brancher. Je pense aux petites croisières, donc la croisière format inférieur, les rouliers, et puis même les formes de réparation navale, puisqu'à Marseille, on a la chance d'avoir 9 formes de réparation navale qui vont pouvoir se brancher. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Madame Linda Youfat. J'ai posé quelques questions à chaque fois, mais malheureusement, elles n'intéressent pas trop notre environnement. Je comprends, hein, je viens des Dom-Tom, j'ai fait 8000 km pour venir à cet événement où j'avais déjà participé l'année dernière. Et vraiment, les 2 dernières solutions, vraiment, c'est ce que j'attendais. Je recherche ça depuis longtemps. Je ne suis pas un élu, je suis consultante en développement durable, en RSE, et je souhaiterais savoir, même si les politiques ne vous appellent pas, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ces, comment vous dire, ces solutions. Oui, sur Le micro comme ça, parce qu'on vous entend pas. sur l'eau, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Donc sur l'énergie de l'eau, est-ce que je trouve que c'est formidable parce qu'il n'y a pas de répercussions sur l'environnement, et en Guyane, c'est vraiment une région où il y a une biodiversité très importante, et aujourd'hui, nos élus valorisent l'or, le pétrole, et vraiment, je voudrais autre chose pour ma région. Et pour moi, l'eau est une source d'énergie, pour moi, qui est la meilleure solution. Ce que j'avais déjà vu il y a très longtemps ne me convenait pas trop. Et ce que je vois là aujourd'hui m'émerveille. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment vous pourriez, même si les élus ne vous appellent pas, comment on peut faire ensemble pour aller les voir et leur dire, voilà, c'est la meilleure des solutions. Aujourd'hui, sans répercussions sur l'environnement, parce qu'il y a eu un barrage qui a eu évidemment des répercussions sur le Sinnamary assez importantes sur l'écosystème. Et ce que je vois de vos solutions me plaît et m'enchante et me donne beaucoup de joie pour l'avenir de ma région, qui est le poumon de l'Union européenne et une porte pour vous sur l'Amérique du Sud. Voilà. Si je peux répondre, parce que je crois. D'abord, les élus s'intéressent quand même à ce qu'on fait. L'énergie osmotique est une énergie renouvelable reconnue au niveau européen et dans le Code de l'énergie en France, et suscite beaucoup d'intérêt parce qu'elle répond aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure d'énergie permanente, d'énergie flexible, d'énergie décarbonée. Et c'est par ailleurs une filière industrielle et technologique souveraine qu'on développe. Donc on parlait de la Guyane, je pense, qui a un gigantesque potentiel osmotique, au sens de l'Amérique latine, au sens large d'ailleurs. Et donc on regarde des sujets là-bas, mais avec plaisir. Je ne vais pas forcément monopoliser toute la discussion ici, mais avec plaisir pour échanger sur le sujet en particulier. Oui, en ce qui nous concerne, nous avons des ancrages à augmentation de biodiversité qui permettent de régénérer et d'augmenter la richesse halieutique et environnementale. Et le fait que nous pouvons protéger la côte d'une manière extrêmement efficace grâce à les orbitales d'eau sont dissociées, sont en opposition de phase, et derrière on supprime les flux horizontales qui sont responsables de l'érosion côtière et du transport sédimentaire. Et donc lorsqu'on a une agitation chaotique, on a un dépôt sédimentaire qui va permettre de recharger gratuitement les plages en sable partout où il y a de l'érosion côtière qui est assez conséquente sur certains rivages français. Peut-être on prendra Absolument. Le maire point, du Cap Ferré a d'ailleurs voilà. déclaré que c'était l'avenir la semaine dernière dans la presse. Une dernière question pour qu'on puisse respecter pour clôturer le effectivement la séquence. Question. Une dernière qui a beaucoup de votes sur la récupération des eaux de pluie, des eaux minérales. Comment fait-on avec la pollution inévitable des engins, de même avec un sol drainant qui absorbe? Merci de poser la question. En fait, c'est vrai que d'un point de vue réglementaire,
on est obligé de traiter les eaux pluviales qui tombent sur les surfaces minérales. Donc voilà, ce sont les métiers que vous représentez en sont bien conscients. Alors il y a plusieurs choses à cette question. Le fait de dépolluer les eaux, le fait d'être raccordé directement au réseau d'assainissement permet aussi je vous parlais de solutions systémiques, on peut aussi se raccorder sur des solutions de traitement, on va dire, un peu classiques. Donc là c'est les séparateurs, les débourbeurs, etc. Mais pour vous répondre un peu plus en détail sur cette question-là, on est en train de travailler avec le CEREMA, avec l'ADEME et avec des laboratoires sur des solutions qui vont intégrer la phytoépuration dans la gestion de ces polluants. En fait, on a rencontré des startups qui font de la culture de bactéries qui sont capables de dégrader ces polluants-là. À partir du moment où on a les maîtrises du flux de l'eau, que ce soit sa récupération, que ce soit la concentration de la pollution et que ce soit son usage par la suite, derrière, on sait venir adresser ces sujets de pollution. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines pollutions qui ne sont pas dégradables. Là, je pense aux métaux lourds, je pense à ce type de pollution. Mais le fait de maîtriser le flux, on va pouvoir concentrer à certains endroits ces polluants pour derrière faire du traitement peut-être un peu plus ponctuel, un peu plus spécifique. Maintenant, c'est vrai que alors la question des sols, des enrobés drainants, des sols drainants, il me semble je ne suis pas forcément expert sur la question, donc je pense que les autres collègues de Colas qui sont dans l'auditoire pourront répondre aussi à la question. Mais on avait abordé cette problématique-là, et le fait d'avoir sélectionné sur l'exemple que je vous ai montré, l'expérimentation que je vous ai montré, un site où il y a beaucoup de circulation, où il y a des polluants qui sont échangés, etc., ça faisait partie de la réflexion. Donc ça veut dire que tant sur l'entretien long terme que sur la longévité et le côté pollution, ce sont des critères que l'on adresse, non seulement pour respecter la réglementation, mais aussi pour travailler sur une nouvelle réglementation, éventuellement en combinant, comme je l'ai dit, la phytoépuration et d'autres sujets. Merci Nicolas, merci à tous pour cette séquence. Merci. Je te repasse la main, Christophe.